Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Nina Et Camille. et aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Olivier Brune. Bonjour Olivier. Bonjour. Qui a été un de mes professeurs à la Sorbonne Nouvelle pour un stage l'année dernière et qui est donc comédien. Olivier, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de ton parcours, de comment tu as commencé le théâtre? Waouh. Mais vous avez du temps? Oui, pas de souci. Parce que ça remonte à très loin, très très loin. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai vécu dans un HLM qui est assez célèbre, qui s'appelle La Banane, à Villeneuve-la-Garenne. Et j'étais un très 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 mauvais élève. J'étais incapable de suivre une scolarité normale. Et donc je me suis retrouvé vers 16 ou 17 ans, pas mal dans la rue, à faire pas mal de bêtises, mais enfin bon, rien d'extraordinaire non plus. Et j'étais coursier. Et un jour, dans une fête, j'ai rencontré une fille avec qui je n'ai même pas flirté, qui m'a dit « je fais du théâtre au Cours du Lin ». Et je suis rentré chez moi le lendemain, j'ai dit à mes parents « je veux faire du théâtre au Cours du Lin ». Je ne savais pas ce que c'était que le théâtre, je ne savais pas ce que c'était que le Cours du Lin. Là-dessus, mes parents m'ont dit tu peux, vas-y, mais tu bosses, il faut que tu bosses. Donc j'ai continué à être coursier. J'ai été voir le Cours du Lin et on m'a dit « mais non, mais vous savez qu'il y a 95% de chômeurs dans ce métier ?» J'ai dit « oui, je sais, un peu, je m'en fous aussi ». Et puis ils m'ont dit les tarifs. Et là j'ai dit « mais je ne peux pas payer, moi ». Et alors ils m'ont dit « vous pouvez faire le ménage dans l'école. Justement, on cherche quelqu'un ». J'ai dit « d'accord, je vais faire ça ». Donc pendant quelques mois, le ménage a été très mal fait dans cette école. La poussière était beaucoup, beaucoup sous le tapis. Et ça, c'était en janvier de ouais, j'avais 18, 19 ans et 6 mois après, j'étais acteur professionnel. Je jouais Hippolyte dans Phèdre. Mais comment on passe de acteur qui n'a jamais fait de théâtre en 6 mois à acteur professionnel? On va faire la transition. Il y a un petit truc là. C'est très vendeur en tout cas. On passe de coursier, hein. C'est équivalent aujourd'hui livreur Deliveroo, quoi. C'est parce que donc je suis rentré dans cette école. Un des professeurs s'appelait Robin Renucci. Robin me dit, mais dis donc, il s'intéressait un peu à ce que je faisais. Et il me dit, viens faire un stage avec moi. C'était des stages organisés par je ne sais trop qui, dans le sud de la France. Et j'étais dans ce stage. Et là, j'ai joué dans une pièce à 3 personnages. Et ça a fait un carton. Et en rentrant, un metteur en scène est passé au cours en disant, j'ai entendu parler d'Olivier Brune, donc... est-ce que j'aimerais bien l'engager? La directrice a dit, mais non, mais il n'est pas prêt, il n'est pas... Et moi, j'ai dit à ce type, mais vous avez de l'argent? Très matériel, très... Je bossais, il y avait une question simple pour moi qui était... Et le gars m'a dit, oui, bien sûr, je vous engage, quoi. Et donc, entre faire le ménage au cours et aller jouer en étant payé, je n'ai pas hésité. Alors tu disais, le rôle que tu as commencé, c'est... Non, j'exagère. C'était pas Hippolyte dans Phèdre. Je l'ai joué 6 mois après. J'ai commencé par jouer dans Thieste de Sénèque. Ok. Oui, on est quand même sur du classique. Oui. oui. Alors ça me sidérait aussi de passer de Cancre. Ouais. Alors le plus emblématique, c'était Hippolyte dans Phèdre. Mais à Hippolyte dans Phèdre, dans des théâtres de 1000 personnes, etc. Donc de passer du gars qui se fait virer des établissements scolaires. Alors pas pour des raisons... je me faisais virer essentiellement pour des raisons disciplinaires ou de comportement. Mais c'était quand même une revanche. De la même manière que Nina, tu as été élève, j'étais enseignant à la Sorbonne. Quelle revanche pour un coursier de Villeneuve-la-Garenne. Tu vois le truc, le mec il est prof. On m'aurait dit t'es prof à Villetaneuse, ça m'aurait peut-être pas plu. Mais prof à la Sorbonne. C'est vrai. Non, la classe absolue, non. Ça en jette un peu. Ça, c'est non stylé. seulement j'ai pas le bac, mais en plus... Donc voilà. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le théâtre qui t'a fait rester? La possibilité... Pour être simple, dans la rue, puisque je traînassais quand même beaucoup dans la rue, ce qui m'impressionnait, et ce pourquoi j'y retournais tout le temps, c'est les grosses intensités. C'est très très bon d'être poursuivi par la police, c'est très très bon d'avoir des embrouilles avec je sais pas qui, c'est très très bon c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'adrénaline, de l'excitation et du plaisir, tout simplement. Et je me retrouvais à éprouver le même genre de sensation au théâtre en étant absolument sécure, entre 4 murs, dans des histoires que je maîtrisais,
qui était maîtrisé. Donc on connaît le début, on en connaît la fin, alors que quand on est poursuivi par une bande, on connaît le début, mais la fin n'est pas très claire. Tu vois ? Oui. Et donc ça veut dire aussi que d'une certaine manière, j'avais vraisemblablement trouvé là, en dehors de mes qualités personnelles, le cadre qui me permettait de m'exprimer complètement, alors que dans les autres cadres, je me sentais contraint, oppressé, enfin pas libre. Ça, c'est sûrement un des premiers aspects. Et l'autre aspect, c'est les caractéristiques que je trouve encore aujourd'hui au théâtre, c'est l'homme augmenté. Enfin, pour ce qui me concerne, puisque je suis un homme, ça pourrait être la femme. C'est-à-dire, si je fais une déclaration d'amour à ma bien-aimée, elle va avoir une certaine ampleur. Si elle est sur une scène, elle est phénoménale. Elle va être pour 1000 personnes, elle va être dans des proportions dingues. Je vais pouvoir aller explorer des limites en répétition que jamais je n'oserais toucher dans la vie. Pareil pour la colère, pareil pour les pleurs, pareil pour... Il y a une espèce de chose qui permet de toucher, d'augmenter. Parfois j'ai l'impression que ça augmente l'âme, que le théâtre me permet d'explorer des choses plus grandes que moi, ou en tout cas mes propres passions, de les pousser, comment dire, au maximum. Et donc y a quelque chose d'un peu extraordinaire là-dedans, pour moi. Moi, je voulais quand même revenir sur Hippolyte. C'est un rôle qui, je trouve, t'a peut-être marqué. Oui. Pourquoi ? Parce que tous les... Alors, il n'y a pas que lui, hein. Il y a Édipe, j'ai joué Bolingbroke dans Richard II, il y a un Pirandello, il y a dans La mort d'un commis voyageur. Les grands rôles du répertoire ont... je trouve chaque rôle a bouleversé ma vie de fond en comble. C'est-à-dire que je ne suis pas le même homme après qu'avant. Mais c'est vrai, par exemple, aussi, je sais pas, j'ai écrit un roman, c'est vrai de cette écriture du roman, j'ai écrit des films pour le cinéma, ça me fait la même chose. Hein. Je suis ce genre de bonhomme qui se déplace avec ce qu'il fait. Et donc, les grands rôles du répertoire permettent d'accéder à des... Par exemple, l'innocence d'Hippolyte, la pureté d'Hippolyte est absolue. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. C'est un vers d'Hippolyte. Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. C'est un vers d'Hippolyte. Et puis, il y a probablement, pour moi qui suis aussi auteur maintenant, qui le suis devenu en tout cas, grâce au théâtre, après, la rencontre avec la langue. C'est-à-dire que là, plus de 30 ans après, beaucoup plus que 30 ans, je peux vous dire que le destin en est pris, je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc ? Tu vois, c'est-à-dire que c'est un rôle que j'ai joué, je l'ai en moi. C'est-à-dire, je continue ma vie en portant Hippolyte. Je continue ma vie en portant Édipe. C'est devenu ma moelle, mes os, mon sang, mes nerfs. Vous voyez, et donc dans ce sens-là, je trouve que la vie d'un acteur est fait de tous les rôles qui sont en lui, qui s'accumulent, qui se déposent et qui l'enrichissent. Donc, très 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 grand émerveillement de ça. On viendra après sur ton métier d'auteur, de scénariste. Mais du coup, pour en rester à tes rôles, comme on voit que comme tu as dit, ça te marque, tu n'es pas le même homme, comment tu abordes ces rôles, comment tu les travailles ? Je pense que, ce serait un peu absurde de penser dans une généralité. Par exemple, si je reprends Hippolyte dans Phèdre, je vous raconte l'histoire, elle est encore plus débile et rigolote que les autres. Je reviens d'une tournée, donc j'avais joué Tieste, j'avais joué je ne sais trop quoi. Enfin bref, j'avais joué 3-4 pièces d'affilée à Paris. Hein. Mais c'était une époque où, bon, je sais pas, est-ce que c'était plus simple qu'aujourd'hui ? J'en sais rien, mais on jouait longtemps. Et je vais pour la première fois à l'ANPE. À l'ANPE, il y avait un bureau pour les acteurs, vous imaginez ? Il y avait 2 personnes qui s'occupaient des acteurs. C'est quoi l'ANPE ? C'est les ACDIC, Ah oui. l'Agence nationale pour l'emploi. Ok. Tu vois ? Ah oui. Et il y avait 2 personnes qui s'occupaient des comédiens et comédiennes de tout Paris. Vous vous rendez compte, le rêve, enfin, par rapport à aujourd'hui. Et donc, tu es reçu. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas un numéro de guichet ou un numéro de machin que vous avez sur Internet, quoi. Et le gars me dit, qui s'appelait Patrick Nipote à l'époque, paix à son âme, il me dit, c'est dommage, il y a un monsieur il y a un metteur en scène qui cherchait Hippolyte dans Phèdre, mais il l'a trouvé.
tant pis. Mais tiens, je te donne son numéro de téléphone, appelle-le. Et je rentre chez moi, j'appelle ce monsieur, qui s'appelait Antoine Bourseillet, qui avait été un metteur en scène très important. C'est lui qui avait lancé Chéreau, c'était un copain de Jean Genet, c'était un monsieur très important des années 70, donc on était bien plus tard que ça. Et il me dit, non, j'ai déjà mon Hippolyte, passez me voir au théâtre. Donc je prends mon métro tout de suite. Je raccroche et je prends le métro. Il n'y a pas de portable. Enfin, vous voyez, on est dans des époques, c'est la préhistoire pour vous. Hein, c'est limite si on se déplace à cheval. Presque. Et donc je vais le voir au théâtre et il me voit et il me dit, écoutez, en vous voyant, ce que je vous propose, c'est venez demain avec l'acte 1. Voilà. Je ne connaissais pas la pièce, donc je vais l'acheter. J'ai encore la version quelque part. Donc c'est un petit, tu sais, les trucs Larousse, là. Et je souligne avec un bic tout l'acte 1, ce que dit Hippolyte, et je passe la nuit à apprendre l'acte 1. Là aussi, autre époque, un acte entier, pas une scène. Et le lendemain matin, à 10h ou à 11h du matin, je me retrouve dans un théâtre avec une femme qui s'appelait Chantal Darget, qui jouait Phèdre. Je monte sur scène et je fais Hippolyte, et j'entends « c'est vous ». Et donc immédiatement, l'autre jeune homme c'est un peu affreux, mais enfin, il sort de l'affaire. Et je me retrouve à jouer Hippolyte dans Phèdre, qui est ma première rencontre avec un grand rôle, mais aussi un grand cadre, puisqu'on crée ça à Orléans, ce qui serait aujourd'hui, je crois que le Théâtre National à Orléans s'appelle le Cadeau, donc des salles de 1200 places. Donc, avec de nouvelles questions techniques pour moi, des questions, qu'est-ce que c'est que travailler en verre ? Qu'est-ce que c'est que de travailler pour 1200 personnes, qu'est-ce que c'est, et puis des questions plus rigolotes aussi, première fois que je prends l'avion, les coupes de champagne un peu partout. C'était aussi un autre moment du théâtre. La condition d'artiste ou la condition d'acteur ou d'actrice n'était pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu simple, d'un peu presque, j'allais pas dire ordinaire, mais enfin, à l'époque, on était très peu, et c'était des gens un peu hors normes qui faisaient ces métiers-là. En gros, la bourgeoisie n'avait pas encore recyclé ses enfants dans la culture. C'était réservé à des tarés, à des grands fous, alors qui pouvaient venir du monde bourgeois, hein, il n'y a pas de préjugés là-dessus, mais c'était plus ouvert et plus exceptionnel. Voilà. Et ça avait aussi plus d'impact sur les gens. Parce que tu penses que le théâtre maintenant a moins d'impact ? Oui. Ah oui ? Oui, par exemple, je vais vous citer deux personnes avec qui j'ai beaucoup travaillé, donc qui sont des rencontres très importantes dans les années qui vont suivre. C'est Laurent Terzieff qui va devenir mon mentor. Je vais passer 16 ans dans sa troupe. Et par exemple, je vais jouer Édipe pour Jean Marais. Quand Jean Marais met un De Folcote dans un film qui s'appelait Papa, je ne sais plus comment, on est dans les années 50-58, toute la France met un De Folcote. Quand Laurent Terzieff joue dans Les Tricheurs, tout le monde veut devenir Laurent Terzieff. Vous voyez ? Aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé, mais c'est pas un acteur. On se dit pas, oh, je vais faire comme Jean Dujardin. Oui, en tout cas pas en France. Pas en Hollywood France. encore un peu, je trouve. Mais... Ouais, et puis avec le cinéma. Oui, avec le cinéma. Essentiellement avec le cinéma. T'aurais un peu ça avec les tuches, tu vois, où les gens reprennent ça de manière un peu populaire, enfin, tu vois, chacun un peu chez soi, mais c'est quand même très marginal. On va plutôt reprendre je me coiffe comme Kylian Mbappé. Si tu veux, dans les époques dont je parle, dans les chambres des jeunes, tu peux avoir les photos d'acteurs ou d'actrices. Aujourd'hui, non, enfin, exceptionnellement, mais sinon, on est plutôt sur du Rihanna, je ne sais pas, enfin, des chanteurs, des chanteuses, des hip-hoppers, mais on n'est plus et des sportifs à fond. On n'est plus du tout là-dedans, quoi. Il y a eu un déplacement. Oui, ça devient quelque chose... culturel, lié un peu à l'école, un peu au savoir, un peu à... C'est pas lié à... c'est extraordinaire, il y a des gens un peu spéciaux qu'on va aller voir, donc on achète nos places. C'est un peu le même rapport qu'avec le stade aujourd'hui, quoi. Oh, j'ai une place pour aller voir le PSG. Le PSG, par exemple. Ouais. Du coup, cette évolution dans la société, est-ce que tu ressens ce même changement dans le théâtre, dans la manière de fonctionner, de créer un spectacle, oui. par exemple? Ouais. Comment ? Alors, à plusieurs étages, et je suis ni pour ni contre, c'est-à-dire que c'est pas des nostalgiques, c'était mieux avant. Par exemple, la place du metteur en scène, elle est devenue centrale, essentielle. Avant, elle l'était pas ? Non. Même avec Chéreau Ceux-là, oui, mais très peu, c'est les premiers.
Donc, disons que le moment où ils sont très très reconnus, c'est le moment où moi j'arrive, c'est donc on va dire les années 80. Mais avant ça, où j'avais certains de mes amis acteurs qui disaient « metteur en scène, ça sert pas à grand chose ». Enfin si, ça met, certains, par exemple Jean-Pierre Mariel disait « les metteurs en place, les placeurs, ils nous donnent nos places ». Et si vous regardez les affiches, moi je suis très très surpris des affiches de théâtre. Il n'y a plus un acteur, même dans celle que je viens de jouer. Je joue dans Salle des Fêtes de Baptiste Amann, qui joue dans les pièces de Pomera. On en connaît un, deux, parce que on s'est redit le nom, mais donc il y a un déplacement de cet endroit-là. Ce que je constate aussi, c'est que les décisions, ce qui prévalait au théâtre, c'est-à-dire ce qui faisait qu'un spectacle allait être joué ou pas joué, c'était le plateau qui décidait. J'ai aimé ce que vous avez fait, je vous paye ou je produis le prochain spectacle. Aujourd'hui, c'est un bureau. Donc, le parcours royal pour faire du théâtre aujourd'hui, Normal Sup, Conservatoire national. Voilà. Et donc, tu trouves des gens qui sont articulés dans leur discours, qui sont très, très avec des têtes bien faites, qui peuvent argumenter à un niveau quasi ministériel. Tu vois ? On oublie que Louis Jouvet était régisseur, c'est-à-dire qu'il ouvrait et fermait les rideaux. Et il est devenu un des génies du théâtre. Citez-moi dans les théâtres nationaux un régisseur qui dirige aujourd'hui un théâtre national. Tu vois ? Et donc il y a un déplacement de l'endroit de décision. Roger Blin, qui découvre les Cocteaux, donc c'est le maître de mon maître, c'est le maître de Laurent Terdieff, Roger Blin. Il découvre les Cocteaux, il découvre les Beckett, pardon. C'est lui qui crée En attendant Godot. Bègue, alcoolique, communiste. C'est pas un type qui te fait un dossier, tu vois. Et si vous regardez une vidéo, même de Chéreau, quand il explique dans le documentaire qu'il a donné pour François Coltès, le frère Coltès, pourquoi il a monté Coltès, parce qu'il ne le comprend pas. Roger Blin dit la même chose de Godot, de Beckett. Je monte cette pièce parce que je ne comprends pas ce qu'il a écrit. Et donc, je sais qu'en la montant, je vais la comprendre petit à petit. Aujourd'hui, on monte une pièce parce qu'on a compris la thématique, il y a ci, il y a ça, il y a même certains dossiers qui te disent « mais qu'est-ce que vous attendez que ça fasse au public ?» Tu vois, et donc on est dans une articulation qui a changé sur la manière dont les choses se faisaient. Quand je vous raconte que je vais auditionner à 10h et qu'à 11h je sors, on me dit « c'est vous Hippolyte ?» Aujourd'hui, on fait un stage, on voudrait savoir comment t'aimes, est-ce que t'es sympa, comment tu vas te situer dans le groupe, si on pouvait te voir, tu vois. Et donc, il y a quelque chose qui a... La décision ne vient plus des plateaux purs, elle vient beaucoup des bureaux, voire des administrations, voire un peu d'ailleurs. Et quand je dis les décisions, c'est l'argent, puisque c'est l'argent qui permet de faire du théâtre ou de ne pas en faire, en tout cas dans le circuit pro. Et qu'aujourd'hui, pour avoir l'argent pour monter une pièce, il faut convaincre beaucoup de monde, donc il faut aller dans les bureaux, il faut faire blablabla, oui je sais pourquoi je fais ça, je sais Hamlet ça veut dire ça, Roméo et Juliette ça veut dire ça, c'est-à-dire il faut arriver avec des choses qui sont un peu prémâchées, compréhensibles, articulées, et articulées du point de vue de la raison, et pas forcément du point de vue de l'intuition qui traverse les plateaux, qui pourrait être une intuition plus poétique ou une intuition purement bestiale. Je vous cite par exemple un acteur de génie qui était Rému. Quand Orson Welles arrive à Paris, on lui dit « Maître, vous voulez rencontrer qui ?» Et il dit « Je voudrais rencontrer Orson Welles, c'est le plus grand acteur du monde. Je voudrais rencontrer Rému, c'est le plus grand acteur du monde. » Et on lui dit « Il est mort. » Et Rému, par exemple, c'était ce que tout le monde disait, c'était un idiot. C'est-à-dire que c'est un idiot dans l'articulation peut-être, mais sur l'intelligence du plateau, c'est un génie. Et donc on a un peu mis l'intelligence intellectuelle en avant, au détriment de cette espèce d'instinct incroyable qui fait que certaines personnes sont un peu plus acteurs ou actrices que d'autres, quoi. Voilà. Ça c'est un constat qui est net. Il y avait plus de grands fous. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est dû justement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent rentrer dans le milieu, qui veulent devenir, je sais pas, acteur, actrice ou d'autres ça peut être, je pense que c'est lié au nombre. Je crois que c'est beaucoup lié au fait que l'argent, en fait, que le théâtre est sous tutelle. Donc que l'argent du théâtre vient de la subvention et que la subvention vient de l'État, donc des dossiers. Moi-même qui ai une compagnie... qui est en place depuis plus de 20 ans, tu vois. Tu vas dans une région, tu vas à la région Île-de-France qui te subventionne, blablabla, quoi. Ton projet, il est à la fois
intergénérationnel, mais aussi il est, je sais pas, multiracial, puis dans le même temps il est aussi pour le combat des femmes, et puis dans le même temps, enfin tu essayes de dire tous les mots. Les mots-clés. Les mots-clés. Pour faire décrocher la subvention. Qui fait que la personne en face va se dire, oh putain, j'aide un super projet, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il est très peu question de théâtre à l'intérieur de ça. Il est question d'une espèce de pensée politique ou de pensée sociétale, disons plus que politique du truc. C'est un déplacement en production qui à la fois semble un peu anodin, mais qui a beaucoup d'importance. Quand j'avais une vingtaine d'années avec des copines du Conservatoire national, et donc on répétait à l'Odéon, parce qu'elles faisaient des petits rôles à l'Odéon, donc on allait dans les studios de répétition à l'Odéon, qui existent toujours, mais la moitié de l'Odéon a été détruit pour faire des bureaux. Dans la plupart des théâtres, on a enlevé les salles de répétition, on a enlevé les salles qui étaient réservées d'une certaine manière aux artistes, et pour en faire des bureaux, parce qu'aujourd'hui, dans un théâtre, tu as un chargé de diff, un chargé de prod, un chargé de machin, quand c'est un petit théâtre. Mais si c'est un grand théâtre, tu as plusieurs chargés de prod, tu as plusieurs chargés de diff, tu as plusieurs chargés... Et en fait, les emplois fixes du théâtre, ça devient ces personnes-là. Voilà, donc il y a ce déplacement où le plateau était au centre, et aujourd'hui, le plateau n'est pas forcément au centre. C'est une conséquence. Ce qui est un peu quand même paradoxal. Oui. Enfin, le théâtre, c'est le plateau, donc... Oui. Du coup, tu parlais de Pomera tout à l'heure. Ouais. Tu as joué avec lui ? Oh non, c'était plus dingue que ça. On était... donc j'étais jeune acteur, là. Peut-être j'avais joué, je sais pas... C'est forcément après Hippolyte. Donc j'avais dû jouer peut-être dans 5, 6, 7 spectacles. Des rôles sympas et souvent des grands textes. Hein, des textes... alors, il y avait du Sénèque, il y avait du Pinget, il y avait Racine, il y avait je ne sais trop quoi. Et puis, la fille qui jouait Ismène me dit « Oh, j'ai fait un stage avec un type vachement bien, dont elle était tombée un peu amoureuse, qui s'appelait Philippe Autier. Lui, c'était un comédien de chez Mnouchkine. Tu devrais t'inscrire là-dedans. » Je m'inscris là-dedans, mais au pif. Et je me retrouve dans le sud de la France, et je me retrouve avec un gars qui s'appelle Joël Pomera, un autre qui s'appelait Jean-Jacques Vdida, et un qui s'appelle Pierre Meunier, mais c'est pas le Pierre Meunier qui fait des spectacles, c'est un autre Pierre Meunier. Et à ce moment-là, nous, 4, on rêve de rentrer chez Mnouchkine. Et donc, c'est notre Graal. Et comme c'est l'époque de Mnouchkine, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait fait les Shakespeare à ce moment-là. On se met à essayer de faire ça, tous les 4. Et donc on écrit, on monte des pièces qu'on joue tous les 4 dans les Landes, dans les petits villages, dans les endroits. On répète à Paris dans un parking où il y avait des bagnoles. Et puis on a fini par jouer à Paris, au quai de la gare, je ne sais trop où. On a créé une compagnie. Enfin, créer une compagnie, on a mis un nom sur une affiche, hein. Franchement, c'était une époque où il n'y avait pas des statuts, enfin on s'en foutait complètement de ce genre de trucs, en tout cas moi. Et puis donc on a passé 2 ans, 3 ans, donc à faire pas n'importe quoi, parce qu'on y croyait à fond, quoi. Mais un petit peu comme si vous vous disiez, nous on va jouer du Marivaux dans les villages du Cantal. Tu dis ok super, moi j'ai ma tata qui est là, donc on habitait dans des endroits, on dormait, on faisait nos propres costumes, nos propres décors. Enfin il y avait une espèce d'utopie derrière tout ça. Et moi j'ai été rattrapé par la patrouille parce que j'ai été demandé pour jouer dans le circuit, disons normal. Encore une fois, ça me permettait de gagner ma vie, puis c'était plus peut-être valorisant pour moi aussi. Joël était très très mauvais acteur, super mauvais. C'est vrai, hein. Mais pareil, peut-être trop intelligent. Faut pas être enfin, l'intelligence, ça sert qu'un peu, quoi. Enfin, il y a une intelligence des actrices et des acteurs, mais quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est pas sûr que ce soit un très bon acteur, quoi. Enfin, je dis pas qu'il faut être idiot, hein, mais en tout cas, si on a trop de cerveau, je sais pas si c'est très utile. Et donc on a passé 2-3 ans à arpenter tout ça. Le spectacle qu'on avait créé s'appelait Héliophore. Et on était fiers, on l'avait joué, etc. Et puis après, les copains m'en ont voulu parce que je me suis mis à jouer dans des gros spectacles par ailleurs et ils trouvaient que je partais à faire un peu ma carrière de vedette dans mon coin. Et Joël, par exemple, d'une manière un peu incroyable, s'est emmanché du côté auteur. Il était veilleur de nuit dans les hôtels, il écrivait ses pièces la nuit. Et personne n'aimait ses pièces. Personne. Mais pas pendant 2 ans. Pendant 15 ans. En 2004, les gens partaient encore.
Au Théâtre Paris Village, je me souviens, les photos claquaient, clac, ça partait. Et il y a eu une bascule en 2004, liée en grande partie à l'arrivée de Anne de Amézaga à ses côtés. Pas une bascule artistique, une bascule de la réception de ses spectacles. Ces spectacles ont été compris, et lui, avant, il avait monté une pléiade de spectacles. Enfin, les tout premiers étaient hyper chiants. Et puis après, il a trouvé un langage qu'il n'a cessé de développer, comme s'il enfonçait toujours le même clou, jusqu'à devenir le grand maître, peut-être, qu'il est aujourd'hui. Et donc, il m'a beaucoup impressionné de détermination personnelle, de continuer. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui écrit des romans, mais ils sont tous refusés, ou alors petite édition, puis ça marche pas, puis un jour, pouf. Mais il ne s'est pas découragé entre-temps. Enfin, il y avait quelque chose, une conviction qui l'animait, qui était forte. Je me souviens que nous, on était inquiets pour lui à côté. On trouvait qu'il faisait un peu n'importe quoi, qu'il était en train de foutre en l'air sa vie, quoi. Et Mnouchkine, tu as réussi à avoir le Saint Graal? Oui. Tu as réussi à rentrer chez Mouche? Parle-nous de ça aussi. Oui. Alors là aussi, c'était super rigolo, mais elle fait un stage qu'elle appelle stage audition. Donc c'était après son cycle Shakespeare, elle allait faire Sihanouk, là, le truc sur le Vietnam. Évidemment, je ne suis pas inscrit au stage. Rapport aux mauvais élèves. C'est ça, voilà, ça y est, je vois que tu suis. Rapport au mec incadrable, qui a déjà remplir un dossier, ça l'emmerde. On t'a dit, je vois pas le rapport entre remplir un dossier et jouer au théâtre. Donc moi, je suis là pour jouer au théâtre. Enfin, et là, il n'y avait pas de dossier, il suffisait de s'inscrire. Bref, 400 personnes qui viennent à ce putain de stage. 400, tous les gens du Conservatoire national, tous les gens de partout, tous les gens de ceci et cela. J'arrive à la porte d'entrée et c'est elle-même qui est à l'entrée. Et elle dit non. Je dis, je peux rentrer. Je dis un peu à la 93, quoi, à la 92. Je dis, allez, vas-y. Vas-y, je peux rentrer, tout ça. Et elle dit non. Donc elle me voit bien, puisque je tente un peu, quoi. Je lui mets un peu la presse, j'essaye de passer un peu entre les gouttes. Tu vois, j'essaye vraiment, je la fais, comme on dirait aujourd'hui, à la 93, quoi. Allez, oh, putain. Bon, je fais le tour du bâtiment, je rentre par une fenêtre. C'est ce qu'on appelle le culot, quand même. C'est génial. Ouais, c'est ce qu'on appelle la banlieue. Enfin, je vous rappelle que j'étais dans les bandes et tout ça. Enfin, il y a un côté, pour moi, faites pas chier, quoi, avec vos barrières, quoi. Enfin, y a pas... Voilà. Et donc, je vais pour m'asseoir dans les gradins, puis je trouve ça un peu con d'être assis en haut. On voit arriver le truc comme le nez au milieu de la figure. Donc je m'assois plutôt en bas et pas trop loin d'elle pour entendre ce qu'elle dit ou pour voir un peu le truc, quoi. Elle se retourne, bim, plein de phrases sur moi. Qu'est-ce que tu fous là? Tu dis, des trucs, ça va aller, enfin, tu vois, et péteux, parce qu'elle, tu sais, c'était une femme, je sais pas si elle fait encore cette impression-là, mais t'as l'impression que si elle te retourne une baffe, t'as la tête qui va faire 3 tours, quoi. Enfin, tu vois, un peu en jogging, un peu massive, un peu costaud, tu fais, madame, bon, elle me tolère. Et puis, audition, 400 mètres carrés, non, j'exagère, 200 mètres carrés de tapis brosse. C'est ça, le plateau. C'est là-dessus qu'ils jouaient les Shakespeare. Donc rien, mais genre rien de rien. Et au fond, 2 petits trucs là, comment dire, on va dire 2 mètres carrés, un petit rideau noir qui font des espèces de coulisses où tu vas rentrer. Donc tu te mets au fond, tu rentres et tu rentres sur 200 mètres carrés de tapis brosse. Et voilà, pas que, allez-y, faites ce que vous voulez. Donc, par exemple, des improvisations. C'est nul, sortez, c'est affreux, cassez-vous, putain, comme vous êtes mauvais, mais c'est incroyable, comme vous, tu vois. Elle avait même un truc que moi j'aime bien, que j'utilise encore, peut-être je l'ai utilisé avec nous, Nina, quand on est à la Sorbonne, menteur, pas menteur. C'est-à-dire, je te crois pas. Tu sais, j'entre et je dis je t'aime, menteuse, tu l'aimes pas. T'as dit je t'aime, mais tu vois, ou j'entre et je dis j'ai peur, menteur, casse-toi, je peux pas te croire. Et elle disait, je ne peux pas travailler avec vous si vous ne mettez pas le son minimum. Si vous ne mettez pas un minimum, je ne peux pas travailler avec vous. Donc, je rentre, les impros en plus collectives, tu vois. Genre, tu vois, tu te retrouves à 5 ou à 6, à 8, à 10 des fois. Et puis c'est genre,
y a quelqu'un d'un peu plus con que les autres, ou moins con que les autres, je ne sais pas dans quel sens le prendre, dit bon, ben, c'est un avion, il s'est écrasé, puis on doit tous survivre. Toi, t'imagines, donc ça fait il y en a qui veulent manger les autres, enfin c'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Totalement, on fait ça en cours. Tu vois, et tu sais à peu près pas ce que tu fais, puis de temps en temps, t'en as une qui se dit, ou un qui se dit, là, j'ai fait un truc extraordinaire, mais qui se met à pleurer. Il y en a la moitié qui s'en foutent. Enfin, vous voyez, vous qui faites du théâtre, vous voyez très bien ce que ça peut être ce genre de truc, où tu fais semblant que c'est important pour toi, mais tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Même devant ma grand-mère, j'oserais pas le faire. Et donc, on se fait tous jeter. Sauf que moi, ça commence à me piquer. Je joue, moi. Ça fait, j'ai joué 7-8 spectacles, 9-10 spectacles. On a fait nos trucs dans la rue avec Joël et les copains. Fait chier, quoi. Un petit côté orgueil. Égo blessé, blessure égotique. Et donc, elle dit, bon, vous êtes des acteurs de télé. À l'époque, c'était une insulte pour être dans sa bouche. À la télé, c'était vraiment le pire. C'est une époque aussi, par exemple, les acteurs de cinéma ne faisaient pas de télé. C'était déclassant. La pub, je vous en parle pas. Aujourd'hui, tout le monde rêve de faire une pub pour Coca-Cola. T'as vu, c'est moi qui suis dans la pub. À l'époque, c'était, mais mon métier, c'est pas de vendre des pots de yaourt ou des chaussures ou du Coca-Cola, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Et donc, elle sort les masques. Donc, masque Badinet et masque de Commedia dell'arte. Et là, prenez n'importe quel masque et allez-y, on refait la même chose. Et là, le masque de Pantalone. Et je le mets, et d'un seul coup, ça m'allume bien, ça. Et je rentre, et Nina, tu te souviens que je disais pendant le stage, elle jetait les gens, Mnouchkine, au premier pas. Hein. Tu rentrais un pied, elle disait, sors, je ne crois pas à ton pied. Oui, ton pied joue rien. Enfin, tu n'y es pas, quoi. Tu es en train de... Et donc là, j'entre, je mets un pied, 400 personnes pétées de rire. Mais vraiment. Je rentre, c'est fait. Enfin, tu vois, il y a un truc dingue qui se passe, quoi. Alors là, tu commences à kiffer un peu, mais dans le même temps, et je reste 3 heures sur le plateau. Non-stop. Non-stop, parce qu'elle fait rentrer d'autres masques, et elle les jette. Donc elle laisse que ceux qui marchent, quoi, tu vois. Et donc j'ai dû perdre 5 litres d'eau. Je me suis bien marré aussi parce que je pouvais lui répondre. Par exemple, à un moment donné, je me souviens, elle me dit « Mais vous connaissez Mario Gonzalez ?» Puisque mon pantalon ressemblait à celui qu'elle avait, à son Mario Gonzalez. Et je l'appelais ma petite dame. Et je lui disais « Mais non, ma petite dame, mais comment il était votre... » Tu vois, puis tu peux la charrier dans ton masque. Alors que quand tu la vois dans la vie, tu dis « Oh, Ariane, comment ça va, Ariane ?» Là, il y avait un côté un peu... voilà. Et puis, ça a été un peu extraordinaire, ça, jusqu'au moment où il y a une nana qui est rentrée avec un masque, une espèce de colombine ou je sais plus quoi, enfin une nana, et bim, elle m'a mis KO, mais j'en pouvais plus. Au bout de 3 heures. Au bout de 3 heures, et je suis sorti. Et c'était un peu extraordinaire, ça, pour moi. Il y a un mois, à peine un mois, je mangeais chez une productrice de cinéma avec laquelle je travaille aujourd'hui. Il y a une fille qui est venue au dîner, et elle dit « Olivier Brune !» Je lui dis « Mais d'où tu me connais ?» Elle me dit « Je me souviens de toi chez Mnouchkine. » L'audition, le masque de Pantalone. Oui, parce que moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai rêvé. Je me dis, mais c'était vrai ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me confirmer? Tu vois, que ça ait vraiment existé? Parce que tu as cette sensation, mais des fois, tu sais, les sensations et le réel, ou la mémoire et le réel, c'est quand même un petit peu... Bon, voilà. Donc, ça s'est vraiment passé ça. Donc, je me suis retrouvé engagé par elle pour travailler sur Sihanouk, c'est-à-dire engagé pour être stagiaire d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il fallait travailler avec la troupe et confirmer. Là, j'ai ressenti une violence incroyable. Par exemple, le premier jour, on arrive à 9h du matin, elle est devant la porte. Elle attend tout le monde à 9h du matin à l'époque. Wow, en jogging, elle est là, 9h. Petit déjeuner commun, et voilà. Donc il va falloir maintenant travailler. Donc chacun va démonter la scène, refaire la scène. D'autres vont faire la cuisine, d'autres vont faire ceci, cela. Ensuite, je me retrouve devant un casier, parce que je me suis mis dans un chantier, je crois, celui des... Je sais pas quoi, peut-être ceux qui faisaient du marteau-piqueur. Enfin, je sais pas, j'ai aucune idée. Et puis... Et je vais mettre un bleu de travail, puis je me retourne vers le mec qui est à côté de moi, je lui dis, mais t'aimes bien ça, toi? Je lui dis, parce que tu sais, moi, si je fais du théâtre, c'est pour ne pas faire ça. Vraiment, je fais du théâtre pour pas me retrouver comme un con à faire ça, sinon je serais resté dans ma banlieue, quoi. Et le mec me dit, t'es mal barré. T'es mal barré, là, t'es mal barré. Puis après, il y avait un système où tous les rôles étaient soi-disant ouverts,
Tout le monde peut essayer de jouer le roi, peut essayer de jouer tout le monde. Et puis, c'est celui qui marque des points. Celui qui fait une bonne improvisation. Puis après, tu comprendras assez vite que, en fait, elle a déjà ses chouchous, que c'est déjà fait, que de toute façon, tu n'as aucune chance, etc., etc. Et donc, c'était très violent en termes d'humiliation, en termes de... Je me sentais... Mais vraiment, la presse, t'arrives, t'as mal au ventre, parce qu'à chaque fois que en fait, c'est comme si tous les jours, on me disait, t'es nul, ah, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas... Tu vois. Et donc, je me sentais pas bien du tout. C'était pour moi pas bien. Donc, j'étais emmerdé. Et exactement à ce moment-là, Laurent Terzieff me demande. Et il me demande parce qu'il m'a vu dans un spectacle 1 an avant ou 6 mois avant. Et donc, je vais auditionner pour lui, je vais le rencontrer. Et c'est l'inverse. C'est l'amour absolu. Bah, c'est trop d'amour, trop de beauté, trop de choses. Et donc, voilà. Et donc là, je retourne voir Ariane Mnouchkine, qui parle jamais de face. Donc, on marche côte à côte. Elle parle pas comme ça, on parle comme ça. Et elle me dit, mais Olivier, je lui dis, je me sens pas bien, Ariane, je trouve pas ma place, ça va pas du tout. Et elle me dit, mais Olivier, il y a d'autres théâtres, il y a d'autres formes de théâtre. Et elle avait raison, de ce point de vue-là. Enfin, voilà. Et à ce moment-là, j'ai bifurqué avec Laurent, et j'ai fait 16 ans avec lui. Pas qu'avec lui, hein. J'ai aussi travaillé avec d'autres. C'est là où j'ai travaillé avec Jean Marais, j'ai travaillé avec Tavernier, j'ai travaillé avec plein, Jean-Pierre Mocky, tout ça. J'ai travaillé avec d'autres gens, mais j'étais dans la compagnie Laurent Terzieff, et puis on avait un rapport filial, quoi. C'était comme mon père d'adoption. On mangeait ensemble, je sais pas, 3 fois par semaine, on était ensemble. Et puis un spectacle qui se jouait 100 fois, c'était un spectacle qui marchait pas. Hein. Ah ouais. Donc, c'est pas le même fonctionnement. Donc c'est tu vois, date, quoi, maintenant. Ouais. Tu vois, avec Laurent, en tout cas, par exemple, les spectacles, on les jouait des fois 200 fois, des fois. Et donc, c'est aussi un chemin de vie, quoi, un autre chemin de vie. Donc, j'ai eu cette expérience-là chez Mnouchkine. T'es resté combien de temps, du coup, en tout? Chez Mnouchkine ? Ouais. Ce stage-là, ça doit être 3 semaines. Le stage de sélection, ça doit être 15 jours. Maximum 15 jours, quoi. Puis après, j'ai dû rester 3 semaines ou 1 mois dans ce côté apprenti du Théâtre du Soleil, en étant très mal à l'aise. Puis dans le même temps, Laurent qui me demandait, et moi à faire le choix un petit peu, puis le temps de dire non. Toi, il nous est arrivé de nous retrouver à une même tribune avec elle. C'est-à-dire, on parlait, tous les deux avec le micro. Elle se souvient, elle dit « Ah, mais je te connais, toi, enfin, t'as été dans mon... Enfin, mais je pourrais pas dire non plus que j'ai joué, puisque j'ai pas été distribué dans un de ces spectacles, où j'ai pas gagné la course à l'échalote d'avoir celui qui a le plus de bons points sur... C'est très violent, ça. Vous imaginez, je vous dis toutes les deux, vous pouvez toutes les deux essayer Juliette dans Roméo et Juliette, et puis... Oh, Camille, c'est vachement bien aujourd'hui, hein. Nina, c'est pas si bien que ça. Donc, bing, toi, t'es contente, nana, le lendemain, toi, puis... C'est de la compétitivité. Oui, un truc un peu... Waouh. Malsain. Ben ouais, Et puis t'as toujours, évidemment, comme les comédiennes et comédiens font semblant de céder les uns les autres, ils vont faire « Mais non, mais c'est pas grave, je te jure, Nina, je te jure, Camille, c'était pas... » Alors qu'à l'intérieur... Et à l'intérieur, c'est « Waouh, je vais l'avoir. » Alors que Mnouchkine a peut-être décidé que ce serait Nina de toute façon, donc elle faisait ça pour que Nina ait un peu la... Enfin, tu vois, et il y avait beaucoup de choses que je trouvais pas très saines, ce qui n'altère et n'enlève rien au génie qu'elle est. Donc je lui reconnais tout à fait ce génie-là, mais c'est pas pour moi, cette forme-là n'était pas pour moi. Et alors dans les 16 ans avec Terzieff, est-ce que tu as un spectacle qui t'a plus marqué qu'un autre ? Tous, parce que je pense que par exemple c'est lui qui m'a amené à la littérature. Je pense que si je suis devenu auteur, si j'ai publié, c'est parce qu'il avait une telle passion des auteurs. C'est aussi l'homme le plus désintéressé que j'ai rencontré de ma vie. Aucun rapport à l'argent direct, donc ça crée aussi... le théâtre n'est pas une question de gagner de l'argent ou de gagner un truc un peu à la con, quoi. Enfin, il y avait quelque chose comme un engagement, comme un moine. Tu rajoutes à ça qu'il était d'une beauté stupéfiante. Mais tu t'étais ébloui. Et une voix exceptionnelle. Et donc ça crée un truc dingue. Je peux vous raconter d'ailleurs le jour où il m'a repéré. Donc on est avant Mnouchkine. Hein. On est dans la période où j'ai été coursier, j'ai joué dans 4 ou 5 spectacles. Il s'est passé des choses aussi importantes dans ma vie privée. Ma famille a explosé, il y a eu des morts du côté de mes parents. Et donc je suis un peu livré à moi-même. Et on joue une pièce
de Paul Willems qui s'appelait La Ville à voile au Lucernaire, avec une bande de vieux acteurs, 2 jeunes qui sortaient du conservatoire. Et moi, j'ai un rôle un peu solitaire et je trouve que c'est une catastrophe. La pièce me semble être une catastrophe, mais moi, ce que je fais, ça me semble nul à chier. Tu vois, je suis limite à me dire, vraiment, je me dis, c'est pas que je suis limite, je me dis, c'est la dernière fois que je fais du théâtre. Ah ouais. Et puis, quelques jours avant de jouer, dans la pièce, il y avait une femme que j'adorais, qui s'appelait Pascale de Boisson. Et Pascale de Boisson était la compagne de Laurent Terzieff de tout temps. C'est-à-dire que quand ils se sont connus, elle avait un peu plus qu'une vingtaine d'années, et lui 17, et ils sont restés ensemble jusqu'au bout de leur vie, à l'un et à l'autre. Et on s'adorait avec Pascale. Mais je ne savais pas qui était Terzieff, aucune idée. Hein, tu sais, je viens c'est-à-dire qu'à la fois, j'avais joué du Sénèque, du Racine, tout ça, mais franchement, je ne connais personne. Et on est en train de répéter ce truc que je trouve épouvantable, et j'entends dans la troupe, quelques jours avant de jouer, peut-être un vendredi, peut-être la première c'était le mardi, là c'était le vendredi, j'entends, il y a Terzieff dans la salle, il y a Terzieff dans la salle. C'est-à-dire que Laurent est tout seul, et il nous regarde, et on joue. Et en sortant en coulisses, tout le monde est autour de Laurent. Déjà, j'entends la voix, je fais, waouh, mais qui c'est qui parle comme ça? Je vois ses yeux, tu fais waouh, 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 tu vois, enfin, vraiment un truc dingue. Enfin, moi, c'est jamais vu, hein, enfin, à ce niveau, quoi. Enfin, tu fais waouh, tu vois, je sais pas, en termes de beauté, de classe, de E.T., ça vient d'une autre planète, quoi. Tu vois, t'as un truc. Et puis, il dit non, vous n'êtes pas prêts. Et là, je me dis, putain, ce mec a raison, on n'est vraiment pas prêts. Et j'entends, sauf vous. Et c'est sur mon épaule. Et là, il me dit, je peux vous parler un peu? Et je lui dis, bien sûr. On se fout dans une loge et il me parle pendant une demi-heure. Et je sais à cet instant-là qu'on est liés. Pas parce qu'il m'a parlé ou parce qu'il m'a aimé, mais je sais qu'on s'aime. Je sais qu'on est amis. Je sais qu'on va faire la vie ensemble. Je sais, comme quand on tombe amoureux. Je sais qu'on est amoureux. Je sais qu'on est dans un rapport quelque chose se passe. Et donc, je continue mes explorations avec mes copains, Pomera et les autres. Je continue à jouer à droite, à gauche dans des petits machins. Je fais un peu de télé, je fais un peu de je sais pas quoi, de plein de trucs. Et puis je rentre chez Mnouchkine jusqu'à temps que Laurent dise... Parce qu'à partir de ce moment-là, on se voyait de temps en temps. C'est-à-dire que souvent, Pascale de Boisson me disait « Mais viens manger avec nous ». Ou... Alors Laurent ne mangeait pas. Il était anorexique. Mais on se retrouvait au bistrot, enfin bon. Et puis là, il me dit, écoute, je suis embêté parce que je cherche quelqu'un qui pourrait être... je monte une pièce sur la guerre, une pièce de Mrožek. Je cherche quelqu'un qui pourrait être un hooligan ou quelqu'un de très très méchant, très cruel et tout ça. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver qui pourrait jouer ça? Alors je lui cite quelques noms de l'époque. Et puis je réfléchis, puis je lui dis, mais moi je te le fais. Et lui me dit, mais non, toi t'es fait pour jouer des choses poétiques, douces, enfin, je t'ai vu dans ça. Et je lui réponds, à ce moment-là, je crois que j'ai 24 ans, mais tu vas pas faire partie de ces cons qui décident qu'on va faire toujours la même chose. De ces cons de metteurs en scène. Et, je sais pas, 3 semaines plus tard, il m'appelle en me disant, viens faire un essai. Lui essayait tous les comédiens, comédiennes, y compris ceux qui ont joué 200 fois avec lui, pour voir si ça allait bien ensemble sur le plateau et tout ça. Et puis je passe cette audition, et ça se passe sublimement, c'est comme si on avait toujours été ensemble, on se met à boire des coups après, parce qu'avec Laurent, il y avait toujours le bistrot. C'est de là que ça vient. Ouais, Ça, c'est le plus grand enseignement que j'ai retenu du stage, c'est que le théâtre, ça se fait au bar. Le truc le plus important dans le théâtre, mais ça, j'en suis sûr, hein, c'est le bar. Mais il faut faire des liens, quoi. C'est là qu'on apprend à se connaître. C'est l'endroit. Enfin, je le pense encore aujourd'hui. Voilà, et puis j'appelle Pascale, et puis je lui dis, mais au fait, tu m'as jamais rappelé après l'audition. Elle me dit, oh mon chou, on a oublié. Mais bien sûr que c'est toi. Et ça, c'était Pascale et Laurent. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'un dossier, c'est l'inverse d'une DUE, c'est l'inverse d'un truc qu'on a aujourd'hui qui dit, bon, alors on va signer un contrat.
Tout ce qui me gare, c'est les sabliers. Je le fais, je vous promets, je le fais. Et je suis même employeur parfois, donc c'est moi aussi ou mes amis, les gens avec qui je travaille qui demandent ça aux gens avec qui je travaille. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis alors, à partir du moment où on avait joué ensemble, il y a aussi la découverte de la littérature, de nos passions respectives. Enfin, on était intimes, très, très puissamment. Donc, du coup, tu nous as dit que c'était lui qui t'a fait découvrir la littérature. Oui. Là, tu as écrit du coup quelques... Non, j'ai continué à jouer, donc je me retrouvais plutôt... je pensais jamais du tout écrire, moi je pensais que je serais ou Brad Pitt ou... Je ne sais pas qui, il n'y avait pas Brad Pitt à l'époque, mais ou DiCaprio ou je ne sais pas qui, mais j'étais sûr que j'allais faire une carrière d'acteur de fou. Bon, mais je jouais énormément, et au théâtre essentiellement. Et puis arrivé dans les années 2000, je me suis un peu ennuyé dans les théâtres. J'avais l'impression que j'avais fait... pas le tour de tout, mais que j'en avais un peu marre, je sais pas, des actrices qui trouvaient que leurs costumes ne sont pas bien, alors ça fait un gros drame, que l'autre, on lui a mal parlé, ça fait, tu vois, je trouvais ça un peu comment dire, un peu ridicule, alors qu'aujourd'hui j'ai de la tendresse pour ça, comme quoi tout change. Et puis aussi, je m'étais rendu compte que mes copains de cité, jamais ne venaient me voir. C'est qu'il y avait une différence incroyable entre les salles de spectacle et c'est pas une question de fric. Qu'on pouvait acheter une paire de baskets à 100 balles et ne pas payer une place de théâtre. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des mondes séparés. Donc dans les années 2000, je suis parti à travailler avec ATD Carmonde, la Croix-Rouge, puis après avec un merveilleux clown qui était aussi un thérapeute qui s'appelait Howard Buten. Le clown s'appelait Buffo, qui travaillait avec des jeunes autistes pour essayer d'articuler le fait que je puisse rendre ce qui m'était arrivé à des gens. C'est-à-dire que moi je trouvais que ma vie a été illuminée par les gens que j'ai rencontrés. Ma vie a été illuminée par le théâtre. Je ressemble plus beaucoup à un coursier. Tu vois, il y a quelque chose qui s'est métamorphosé en moi. Et donc j'ai cherché ça. Puis c'est là que j'ai monté mes premiers spectacles. Donc j'ai monté des spectacles avec des personnes handicapées mentales, on les appelle en situation de handicap. Ça m'agace, comme si moi j'étais en situation de non-handicap. Tu vois, il y a un truc, pourquoi elle serait en situation de handicap, enfin bon bref. Et puis comme j'aime pas les ghettos, je les ai mêlés avec des comédiennes que j'aimais beaucoup, des copains, mais aussi des gens que j'admirais. J'ai monté un premier spectacle et j'avais 65 € en caisse pour le monter. On répétait tous les mercredis dans un foyer d'école maternelle à Montreuil. Et quand on a monté le spectacle, double page dans Libération, demi-page dans le Figaro, télé. Et donc là, ça sonnait tout le temps le téléphone. Il y a le ministère qui m'appelle et un monsieur qui me dit « Je voudrais vous rencontrer ». C'était le monsieur théâtre du ministère. Il s'appelait Thierry Pariante. Après, il a dirigé l'ENSAT. Et dans son bureau, il me dit « Vous êtes l'auteur ». Et je lui dis « Non, j'ai réuni des gens que j'aime bien pour raconter une histoire. » Il me dit « Oui, mais c'est vous qui avez insufflé l'histoire. » Et en sortant, je me suis dit « Mais ce gars a raison. » Et j'écrivais, en rentrant du théâtre vers 1h du matin, tout ça, j'écrivais sur la table de la cuisine, j'écrivais les pièces. Et donc là, je me suis dit « Ce type a raison. » Donc j'ai réuni la pièce que j'étais en train d'écrire à ce moment-là, et je l'ai envoyée à 11 personnes. Et comme je ne voulais pas qu'on me réponde par gentillesse, j'ai dit que c'était un texte qu'on m'avait envoyé, qui venait de Nora Van Hoek, qui habitait la Finlande et qui était internée. Et comme moi, je travaillais beaucoup dans le milieu des personnes en situation de handicap, parce que je ne voulais pas qu'on me dise « Ah oui, Olivier, c'est bien, c'est chouette, parce que c'est toi qui l'as fait. » Bon. Et puis je vois que les retours sont plutôt super bons. Et là, je l'envoie à Laurent Terzieff, la pièce. Mais je lui raconte pas du baratin à lui. Et lui, qui mettait souvent assez longtemps à répondre sur les sollicitations, 2 jours après, me dit « Je veux te voir ». Et donc on se retrouve au Flore, c'était son café. Tous les jours, il était au Flore, lui, vers 17-18 heures, quand il jouait pas. Et il se met à me parler de son copain Jean Genet, de son copain Beckett, de son copain machin. Je lui dis « Mais moi, je me disais, mais pourquoi il parle de ça, j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, j'ai écrit une pièce, moi. Enfin, tu vois. Donc, au bout d'un temps, je lui dis, mais Laurent, mais tu l'as aimé un peu, la pièce ? Il me dit, mais j'arrête pas de te parler de ça.
Tu vois, donc il me plaçait dans un truc un peu haut, quoi. Et donc là, j'ai eu le courage de l'envoyer. Non, ouais, encore plus dingue. Oui, non, j'ai envoyé à personne d'autre, mais le texte est arrivé à l'avant-scène théâtre, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'étais dans cette maison qui n'était pas comme ça à l'époque. Je me souviens, c'était un midi, j'ai reçu un coup de fil de l'avant-scène théâtre disant voilà, on a trouvé un texte, il y a un numéro de téléphone sur la page, est-ce que c'est le vôtre? Oui, parce que nous, on voudrait bien éditer la pièce. Je dis oui. Est-ce que vous pourriez venir nous voir? Je dis bien sûr. Elle me dit mais vous n'êtes peut-être pas à Paris. Et je comprends qu'ils ne savent pas qui je suis. Et c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, ils ont vraiment aimé la pièce. Ouais. C'est vraiment le texte qui les a déclenchés. Et donc, j'ai ma première pièce publiée, 2005, Le Fossé de l'Aumône, puis 2, 3, une écrite avec Kofi Kwaoulé, puis après une pour la Comédie Française. Puis après, je vais me retrouver à Clichy-sous-Bois en résidence d'auteur, parce que je monte toujours des spectacles avec des personnes handicapées ou avec des clochards ou avec des personnes comme ça. Et puis après Clichy-sous-Bois, on va me demander d'écrire une nouvelle avec Sylvain Tesson, Nancy Houston, Lydie Salver, d'autres personnes très très connues. Et après cette nouvelle a été repérée, je me suis retrouvé à écrire un roman, le roman a été publié, une grande maison d'édition, Actes Sud, et voilà. Et donc je me suis retrouvé le petit coursier, a d'abord été acteur, puis après s'est retrouvé metteur en scène dans des spectacles un peu spéciaux. Il y avait pas, aujourd'hui ça se fait beaucoup, mais ça se faisait pas beaucoup à l'époque de travailler avec des personnes particulières. Puis après, donc je me suis retrouvé auteur. Voilà, puis finalement, ça m'amène au scénario. Et puis, curieusement, je retourne au plateau de théâtre comme acteur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire en plus de jouer? C'est quoi qui t'attire dans cet art-là? Jouer, c'est le bac à sable. C'est l'enfance, c'est rigolo. Et même quand on est terriblement désespéré parce qu'on a mal joué, c'est comme les désespoirs d'enfants. Tu dis, ouais, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait. Donc il y a quelque chose qui est à la fois futile et profond, en même temps, les deux en même instant. Voilà. Et puis c'est dépendre énormément des autres, et particulièrement de celui qui dirige, et particulièrement de l'auteur. Ouais, ça dépend vraiment des rôles. Enfin, tu es très dépendant du rôle dans lequel tu es distribué, et très dépendant de la qualité du spectacle, tu vois. Auteur, tu es responsable du premier O, Olivier, c'est le nom qui est au-dessus du titre, jusqu'à le dernier mot. Et donc, tu es responsable de tout. Et donc, il y avait pour moi la possibilité de prendre en main, personnellement, de ne pas dire c'est... Tu vois, quand tu joues avec Laurent Terzieff, le spectacle a beaucoup de succès. On a vu le spectacle de Terzieff. Tu dis, oui, mais je suis dedans. Donc, on t'a vu dans le spectacle de... Oui, mais tu vois, donc tu es dans le spectacle de Terzieff. Là, il y a quelque chose, c'est le roman d'Olivier, Olivier Brune. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui était un acte complètement posé, complètement à moi, qui était aussi vrai quand je faisais une mise en scène, mais encore, cette mise en scène dépendait de la manière dont elle allait être, tu vois, et donc il y avait, si tu veux, à ce moment-là, je ressentais que jouer, c'était fort comme un bon vin rouge. Romancier, c'est un whisky très fort. On va flash forward un peu, je pense, pour parler de ce que tu fais aujourd'hui, parce que du coup, tu as plusieurs casquettes. Ouais. Est-ce que tu en as une déjà que tu préfères? Parce qu'il y a, je sais pas, un des métiers que... Non. Non. Non, parce que enfin, j'ai eu vraiment la chance de faire tout ce que je vous raconte, et puis d'autres choses ce serait trop long, mais c'est tellement incroyable tout ça. Et c'est tellement incroyable de l'avoir fait si longtemps. Des fois, quand je mesure le temps, je me dis, mais c'est miraculeux. En fait, je vis de mes rêves. Tu vois, c'est un peu comme si j'avais... Ouais, c'est pas très... Enfin bon, voilà. Vous voyez, quand j'en ai un peu marre du théâtre, je suis passé metteur en scène, j'ai été travailler dans d'autres champs, et aujourd'hui, tout ce que j'ai fait se rassemble. Donc, j'avais pas joué depuis 10 ans quand je joue dans Salle des Fêtes là, de Baptiste Amann. C'est l'occasion pour moi de faire un voyage intérieur incroyable, et aussi de vérifier que c'est pas des conneries. C'est vraiment je retrouve mon métier originel, quoi, tu vois. Donc, il y a quelque chose, comment dire, c'est comme si tout ce que j'avais traversé servait, par exemple, ça. Mais j'ai aussi traversé des choses comme initiateur ou comme auteur. Un film pour le cinéma avec Catherine Fro, un roman chez Actes Sud, des nouvelles, des pièces de théâtre éditées, etc., etc. Et donc, comme auteur, je retrouve aussi ça. Et ça me permet de ne pas être victime d'une seule angoisse, d'en avoir plusieurs. Et ça me permet de me reposer.
Tu vois, c'est-à-dire que quand la pièce se termine, je me dis pas, oh putain, merde, qu'est-ce que j'ai derrière? Est-ce qu'il y a des rôles? Est-ce que ça va suivre? Non, en ce moment, je suis en train de développer une série qui est produite par un très gros groupe, etc., etc. Enfin, un très beau projet. C'est très, très agréable pour moi de passer de l'un à l'autre et c'est très, très, très agréable d'être demandé. Alors, le Olivier comédien, il était content de retrouver le plateau. Ouais, à fond. Incroyable. Surtout le rôle du coup que tu as dans Salle des Fêtes, on va pas spoiler, on vous conseille d'aller le voir parce que vous êtes encore en tournée. Qu'est-ce qui t'apporte ce rôle au final? Puisque tu nous dis que tous tes rôles te changent. Ce que je disais au début, l'homme augmenté, tu vois, c'est-à-dire la capacité d'être dans un rapport quasiment ordinaire et tout simple, puisque c'est une pièce qui parle de gens simples. Simplement, si je me mets en rogne ou si je me mets en joie, c'est plus fort. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que je sois un peu ivre ou un peu dans un état un peu pour être à ce niveau-là chez moi. Et donc il y a cette occasion-là. Aussi, le théâtre, c'est l'endroit de la révélation. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on peut voir de quoi on est fait. C'est très rare dans la vie. Ça m'avait frappé même au moment des stages là, pour préparer Mnouchkine, c'est du tout début. Vous voyez, par exemple, à un moment donné, je me souviens d'avoir travaillé sur Hotspur, qui est l'ennemi d'Henri IV dans Henri IV, et puis après dans Henri VI. Je me souviens d'avoir été tellement loin dans la haine, c'est encore en moi. C'est-à-dire de savoir qu'on peut aller si loin, si loin. Où est-ce que dans la vie tu as cette possibilité-là, sauf à te battre avec je sais pas qui, tu vois. Alors tu peux l'éprouver un peu intérieurement, mais tu peux pas l'exprimer. Si je reprends le rapport père-fille là, de la pièce de Baptiste, qu'est-ce qui me permettrait d'aller aussi loin? J'ai 2 filles. On a des rapports extrêmement profonds, mais qu'est-ce qui me permettrait d'être dans ce genre d'expression-là? Peu de choses. Donc c'est vraiment un labo humain qui est incroyable. On ne se connaît pas très bien, nous. Si on jouait ensemble, on se connaîtrait très bien. En peu de temps. Parce que vous allez livrer du secret. Je vais découvrir votre amoureuse, je vais découvrir votre désespéré, je vais découvrir vos fragilités, je vais découvrir, vous voyez. Et donc le théâtre, c'est comme si ça mettait à jour un secret. Tu deviens un peu vulnérable au plateau en fait. Ouais, et tu dois... Mais pas dans le mauvais sens du terme. Vulnérable, c'est sûr, mais en plus, tu dois révéler quelque chose. Et si tu révèles pas ça, t'es un acteur chiant, une actrice chiante. Enfin, tu vois, si on a l'impression que tu es en train de nous recycler du cliché, ou même du cliché de toi-même. Et donc, le fait... Alors ça, c'est pour le tapis intérieur. Mais en parlant même uniquement de la représentation, ça veut dire que pour être juste sur le plateau, le soir de représentation, il faut que je fasse coïncider le texte et mon intériorité. Première coïncidence. Ensuite, il faut que je fasse coïncider ça avec mes partenaires. Troisièmement, il faut que nous fassions coïncider ça avec les spectateurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à un point de justesse où tout le monde puisse se dire c'est la vérité. Et pour que ça jaillisse, c'est pas une fabrication. C'est-à-dire qu'il y a la fabrication du travail, mais cette fabrication du travail, elle doit libérer une vérité de l'instant. Et c'est ce que j'appelle la révélation. Et c'est sûrement pour ça que les religieux ne voulaient pas que les comédiennes et les comédiens... parce qu'il y a quelque chose de religieux là-dedans. C'est comme, si tu veux, c'est pas mon cas, mais j'imagine que si tu es croyant, c'est pas parce que tu rabâches des prières. C'est parce qu'à chaque fois, il y a une vérité dans la prière qui est la tienne. Donc il y a une espèce de coïncidence intérieure. Et donc... c'est comme si tu inventais la religion tous les jours. Sinon, tu es un rabâcheur de religion. Enfin, ce qu'on voit dans les films, quoi. Des trucs, personne n'a rien à foutre. C'est une position sociale ou c'est une position... mais c'est pas une position d'illuminer. Or, le théâtre exige cette espèce d'illumination pour le théâtre que j'aime. Mais encore, hein, je ne suis pas tout à fait... Enfin, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, le théâtre est l'endroit où on révèle quelque chose qu'on n'imaginait pas porter en soi, qu'on n'imaginait pas savoir. On avait l'intuition, on a dit oui au rôle, puis le jour où ça arrive, on fait waouh. Et pour que ça se reproduise, ben, il faut aller retrouver cette espèce d'espace de la naissance de ça. Et c'est pas gagné, hein. Ça sort une fois, et puis après, donc il faut absolument... Alors ça s'étaye, on va trouver des façons de jamais retomber trop bas, mais c'est surtout
le fait d'être toujours neuf qui va compter. Ça, c'est fort. Enfin, c'est un labo humain d'une puissance dingue. J'ai beaucoup travaillé en prison. Je sais pas, tu le sais, Nina. Pendant 10 ans, j'ai monté des spectacles en prison, hein, toujours pour cette même raison. J'ai vu les plus grands braqueurs mourir de peur de jouer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est, tu vois, d'aller livrer puis t'as cette ambiguïté dingue, quoi. Je pleure en scène, qui pleure en scène? On va dire c'est le personnage, mais il est où le personnage? C'est toi. Ben oui. Hein? Mais tu l'as vu le film Triomphe? Un triomphe. Un triomphe, ouais. avec Cadmerade sur... ouais. Ça parle de ça, typiquement. Ouais. Tu t'as reconnu Oui, j'ai reconnu. C'est un peu romancé, je pense. Mais... C'est un peu feel good. Oui. C'est un très bon film, hein. Enfin, oui. ça marche bien, mais c'est très feel good. Mon expérience de la prison est plus désespérée. Elle est moins... Il y a moins d'issues. Mais cette peur, je me souviens du moment... celui qui joue Pozzo, qui veut pas rentrer sur scène, qui a trop peur, qui est terrifié, quoi. Ouais. Et voilà, et j'avais un peu oublié, hein, alors que je dirige du théâtre tout le temps. Enfin, je suis tout le temps sur les plateaux, je parle sur les plateaux. Mais j'avais oublié ce que c'était que d'être dans une fiction, d'être Monsieur Machin. Monsieur Machin, il lui arrive ci, il rentre là, il fait ça, il fait ça, il fait... Ah, c'est merveilleux. Ben, je crois qu'on va finir cette interview sur ces beaux mots. Parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est en train de parler au final. Je pense qu'on aurait encore plein de choses à dire. Je pense qu'on pourrait continuer pendant encore longtemps. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir répondu merci à vous. À toutes nos questions. Pour cette déclaration d'amour au théâtre. C'est ça aussi. Ouais. Et puis j'espère que ça sera utile aux oreilles qui écoutent ça. Et voilà. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. Si Dieu veut. Pour un nouvel épisode de Pause Théâtre. Sur ce, des bisous.